Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Laure de Roussy-Rochegonde, qui dirige le Centre géopolitique des technologies de l'IFRI. Elle est déjà intervenue dans ce podcast en septembre 2024. Elle s'apprêtait alors à publier le livre tiré de sa thèse de doctorat intitulé « La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle ». Si j'ai proposé à Laure de Roussy-Rochegonde d'intervenir à nouveau dans ce podcast, c'est en raison d'une double actualité. D'une part, la parution début février de son étude qui a pour titre « Promesses artificielles ou régulation réelle, inventer la gouvernance mondiale de l'IA ». D'autre part, le sommet sur l'action pour l'intelligence artificielle vient de se tenir à Paris. Nous enregistrons cet épisode le 12 février 2025, soit au lendemain de la clôture de cet événement. Bonjour Laure, merci d'avoir accepté de revenir à ce micro. Bonjour et merci de m'avoir réinvité à ce micro. Commençons donc par ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Quel bilan tirez-vous de cette grand-messe de la tech ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses intéressantes à dire de ce sommet qui s'est effectivement tenu les 10 et 11 février. D'abord, rappeler que c'est la 3e édition de sommet international sur l'IA. Il y en avait eu un premier à Bletchley Park au Royaume-Uni en novembre 2023, un deuxième à Séoul au printemps 2024. Et ces deux premiers sommets étaient vraiment centré sur les enjeux de sécurité. C'était des AI Safety Summit. Donc là, c'était un AI Action Summit, donc qui délibérément s'emparait de la question de l'action sur l'IA. Et donc, je pense que cet infléchissement s'est assez vu dans tout ce qui est ressorti du sommet. Et par curiosité, j'ai regardé hier ce qui se disait du sommet dans la presse internationale et plusieurs points ressortaient, qui sont d'ailleurs pas forcément les mêmes que ceux qui ont été retenus dans les médias français. D'abord, une déclaration politique a été proposée à la signature. Une 60aine d'États ont signé cette déclaration, qui est une déclaration pour une IA éthique, inclusive, durable. Une déclaration qui, on pourra en reparler, n'engage pas à grand-chose, mais qui en tous les cas donne des lignes directrices sur la meilleure manière de développer l'IA. En revanche, cette déclaration n'a pas été signée ni par les États-Unis ni par le Royaume-Uni, ce qui est sans doute un peu un camouflet pour la diplomatie française qui espérait créer une forme de consensus et d'alliance de démocratie autour de ces grands principes de l'IA. Donc là, la Chine a signé, pas les États-Unis ni le Royaume-Uni, qui avaient pourtant signé la déclaration de Bletchley en novembre 2023. Donc ça, c'est un premier signal important. Ce qui a été assez retenu aussi, vu de l'étranger, c'est la réponse en forme de parodie d'Emmanuel Macron au Drill Baby Drill de Donald Trump, puisque Macron a dit il n'y a pas besoin de forer, il suffit de brancher, donc plug baby plug, pour vanter l'accessibilité d'une énergie propre en France. Et ça a été effectivement un bon élément de communication. Ensuite, il y a eu beaucoup d'annonces en termes d'investissement. Donc pour la France, on parle de 109 milliards d'euros, ce qui est considérable. C'est présenté par Emmanuel Macron lui-même comme le Stargate français. Donc Stargate, c'est ce grand plan pluriannuel proposé par Donald Trump à hauteur de 500 milliards de dollars. Donc là, il y a des investissements à la fois privés et un peu d'investissement de la banque, de la BPI à hauteur de 10 milliards d'euros. Au niveau européen aussi, Ursula von der Leyen a annoncé 200 milliards d'euros dédiés au développement de l'intelligence artificielle. Et ensuite, il y a eu en réalité beaucoup d'autres annonces, peut-être un peu trop, si on est honnête, puisque il y a eu 7 déclarations, chartes et partenariats, donc je vais pas toutes les citer, mais une charte de Paris sur l'IA pour l'intérêt général, une coalition pour une IA durable, une déclaration sur le maintien du contrôle humain dans les systèmes d'armes dotés d'IA, un engagement pour une IA digne de confiance dans le monde du travail. Donc voilà, on voit qu'il y a une forme d'inflation ou de prolifération de déclarations politiques.
qui sans doute sont pas forcément très facilement comprises par le public. Et c'est vrai que ce matin, on avait un peu du mal à voir quels étaient les livrables du sommet, que retenir de ce sommet en dehors des grands investissements qui avaient été annoncés et de ces effets un peu de communication. Si on dresse le bilan plus général, je pense que c'est une bonne opération diplomatique pour la France, qui a réussi à montrer une vitrine très attractive à l'ensemble des pays qui étaient représentés. Les entreprises ont pu présenter des modèles, des produits, etc. L'agenda européen a aussi été quand même bien représenté. Évidemment, des convenus plutôt du point de vue de la gouvernance, qui était un des grands thèmes privilégiés pendant ce sommet. Mais en tous les cas, l'objectif de nation branding, comme on dit en bon français, a été atteint, puisque même des grands acteurs du numérique américain sont venus et ont semblé jouer le jeu de ce Choose Friends, mais version intelligence artificielle. Vous citez les grands acteurs américains. Parlons justement de Sam Altman, le président d'OpenAI, qui juste avant ce sommet a signé une tribune dans Le Monde vantant les atouts de la France dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, au-delà de cette notion de nation branding, où se situe notre pays et plus largement l'Europe dans la course à l'IA ? Je veux juste rebondir rapidement sur la tribune de Sam Altman, parce que ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'il parle de l'avènement de l'ère de l'intelligence, ce qui est assez étonnant. Ça fait un petit peu penser à ce que les Lumières, on peut dire, du Moyen-Âge, comme s'il n'y avait pas d'intelligence avant l'intelligence artificielle. Et ça, c'est assez emblématique des récits qui sont portés sur l'intelligence artificielle. Cette tribune de Sam Altman, effectivement, elle est extrêmement améliorative au sujet des capacités françaises et pour cause, d'une certaine manière, parce que c'est vrai que au-delà de ces grands investissements qui ont été annoncés par le président Emmanuel Macron, la France bénéficie d'une énergie, je le disais un peu au début de ce podcast, qui est bas carbone, qui est aussi moins coûteuse qu'ailleurs, et dans un moment où les data centers, donc les centres de données qui permettent de faire fonctionner les systèmes d'intelligence artificielle, deviennent un enjeu critique de cette course à l'intelligence artificielle, c'est évidemment particulièrement intéressant et attractif. La France a aussi de très bons ingénieurs, de très bonnes écoles de mathématiques qui peuvent former des talents qu'il s'agit ensuite de retenir et aussi, si possible, il s'agit d'en attirer d'autres. Et ça, c'est un enjeu là aussi crucial qui est peut-être plus difficile à prendre en compte, même s'il y a de bons signaux avec des phénomènes de retour de certains profils qui ont travaillé pour des grandes entreprises américaines et qui finalement décident de se consacrer à des entreprises soit françaises, soit européennes. Il y a évidemment la pépite Mistral AI, dont il a été beaucoup question au cours de ce sommet, qui a sorti son agent conversationnel, Le Chat, qui connaît un certain succès en termes de téléchargement et qui offre une alternative européenne aux grands acteurs à la fois américains et chinois. Et si on regarde plus globalement, et après je passerai à l'Europe, mais il y a quand même un écosystème favorable à l'innovation, puisqu'il y a un écosystème qui est dynamique avec, donc je le disais, un tissu de formation, des startups et de la recherche aussi qui permettent de travailler sur l'intelligence artificielle. Donc la France jouit d'un certain nombre d'atouts. Cependant, en Europe, elle est plutôt considérée comme la troisième sur le podium, puisque le Royaume-Uni et l'Allemagne bénéficient du même type de capacité, mais avec encore plus de masse. Et ensuite, l'Europe, si on prend l'Europe dans la compétition sino-américaine, l'Europe est là aussi vue comme étant dans la course. Elle l'est probablement encore plus aujourd'hui avec les annonces d'investissement à hauteur de centaines de milliards d'euros. Ce qui est intéressant, c'est
on regarde l'AI Index Report, qui est un rapport qui fait référence dans le secteur et qui liste les modèles les plus avancés dans le monde en matière d'intelligence artificielle générative, une soixantaine sont aux États-Unis, une quinzaine sont en Chine et 21 sont en Europe. Donc on voit qu'on est quand même entre les deux. La question, c'est plutôt comment les États de l'Union européenne vont agir de concert pour aller dans le sens d'une stratégie intégrée. Le problème principal de l'Europe à l'heure actuelle, c'est la redondance qui peut être contre-productive avec des investissements qui sont faits à l'échelle des États et qui peuvent tout simplement diluer les investissements, alors que s'il y avait une forme de pot commun, ça rendrait l'attribution des ressources beaucoup plus efficiente. Venons-en à votre étude sur la gouvernance mondiale de l'IA. Commençons peut-être par évoquer ce vieux débat sur le fait que la régulation pourrait brider l'innovation. L'histoire des technologies accrédite-t-elle cette assertion ? Alors effectivement, c'est une controverse assez classique avec d'un côté des partisans de l'innovation qui expliquent que c'est une forme de censure. D'ailleurs, J.D. Vance, dans son discours au sommet, a vraiment eu une saillie contre la régulation européenne. Quelque part, même Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont un peu infléchi leur approche de la régulation en prenant une régulation plus légère, qui soit moins contraignante pour les entreprises. En réalité, c'est pas du tout démontré, cette idée que la régulation brimerait l'innovation, et on pourrait même dire qu'au contraire, le fait d'offrir un cadre juridique qui soit clair, qui soit le même pour tous, d'éviter les vides juridiques, d'harmoniser aussi les réglementations nationales à l'échelle du marché européen, qui est un très grand marché, donc finalement d'offrir un environnement où développer sereinement les technologies, c'est propice à l'innovation. Ce qui est aussi propice à l'innovation, c'est le fait d'augmenter la confiance qu'ont les utilisateurs dans les technologies. Et le fait d'avoir une régulation, ça permet d'assurer les utilisateurs, les consommateurs, que les risques ont été pris en compte et qu'ils ne sont pas exposés à des préjudices dans leur recours à la technologie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on entend ces discours sur la régulation, parfois ça me fait un peu penser à un argument par l'absurde qui consisterait à dire que le code de la route est mauvais pour l'innovation dans l'industrie automobile. C'est pas parce qu'on dit dans quel cadre est-ce que c'est sécurisé d'utiliser un instrument technique quel qu'il soit qu'on empêche de produire des moteurs plus puissants ou quelles que soient les innovations technologiques. Et l'autre exemple qui est parfois cité, c'est l'exemple de l'invention de l'électricité qui a permis le travail de nuit, alors qu'avant, même s'il y avait parfois des bougies qui étaient utilisées, malgré tout, la plupart du temps, la nuit, les travailleurs dormaient. Et face à cette évolution sociétale permise par un outil technique, il s'est agi de rendre interdit ce qui était auparavant impossible. Et c'est comme ça que le droit du travail est apparu pour précisément encadrer les conditions de travail, y compris le travail de nuit, qui était autorisé dans certains cas, avec des temps de repos qui étaient prévus, etc. Et donc là, c'est un peu la même chose. Et quand on regarde les entreprises de régulation de l'intelligence artificielle jusqu'à présent, il s'agit vraiment d'atténuer les risques. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas tomber complètement dans le panneau de la rhétorique des géants du numérique américains qui explique que cette régulation est anti-innovation, que elle est contre-productive et que finalement c'est même une forme de défiance vis-à-vis des entreprises, parce que eux, leur enjeu principal, c'est de maintenir leur oligopole, et le sens de toutes ces entreprises normatives, c'est aussi de lutter contre la concentration du marché, en laissant de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs
accéder au marché de l'intelligence artificielle ou du numérique au sens plus large en Europe, dans le cas de l'AI Act. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi virulents contre la régulation, parce que quelque part, ils ont beaucoup à y perdre, que ce soit de leur place de choix. On peut aussi parler du risque d'amende auquel ils s'exposent s'ils ne se conforment pas aux normes européennes. Quand on regarde pourtant les textes européens, c'est des textes qui sont en réalité très équilibrés, très nuancés, et qui ne sont pas du tout hostiles à l'innovation. Bien au contraire, ils essayent juste de proposer un cadre serein pour innover. On va venir au texte européen dans un moment, mais j'aimerais quand même réagir sur ce que vous avez dit sur le code de la route, parce que cet argument me semble quand même légèrement fallacieux. Parce que le code de la route, c'est l'application d'une technologie. Une fois que la technologie est mûre et est en place. Là, les régulations, enfin, on va en parler tout à l'heure, portent notamment sur le développement de la technologie elle-même. Donc c'est l'étape un peu amont, et en particulier sur l'utilisation des données, parce que là c'est évidemment un enjeu essentiel, puisque tous ces outils d'intelligence artificielle se nourrissent des données, notamment de données personnelles. Et donc ma question est la suivante, c'est dans le fond, est-ce que les partisans de la dérégulation n'ont pas aussi des arguments qu'il faut savoir entendre à faire valoir? Alors en fait, pas vraiment. Quand on regarde par exemple le règlement européen sur l'IA, il se concentre sur les usages, et c'est des usages qui sont réglementés, c'est des usages qui sont différenciés en fonction du niveau de risque, et par exemple, il est interdit d'utiliser les techniques d'intelligence artificielle pour faire de la notation des populations ou du crédit social comme en Chine, et d'autres usages comme le fait par exemple de filtrer les CV sont particulièrement contrôlés parce qu'ils peuvent donner lieu à des discriminations très importantes. Donc c'est plutôt sur les applications que le contrôle se joue. Après, c'est sûr qu'il y a des enjeux de protection des données qui peuvent être plus amont, puisque là, c'est sur l'entraînement des modèles. Mais là aussi, il faut garder en tête que le but n'est pas d'embêter les entreprises, mais bien de protéger les citoyens. Et si ces règlements sur les données existent, c'est parce que plusieurs dérives ont été observées qui consistaient à utiliser les données des utilisateurs sans leur consentement, parfois les utiliser pour des usages qui n'avaient rien à voir avec ce à quoi ils avaient consenti au départ. Par exemple, on accepte des cookies sur un site pour prendre rendez-vous chez un spécialiste quel qu'il soit, et finalement les données sont utilisées pour des fins commerciales par ailleurs. Donc le fait d'avoir une approche vraiment fondée sur les risques permet de mettre la protection des citoyens européens au premier plan, et même si ça s'associe à des contraintes évidemment pour ceux qui fabriquent et ceux qui déploient ces systèmes, pas plus que les régulations qui existent sur le type de véhicules qui ont le droit d'emprunter les routes, par exemple, sur le territoire français. Ensuite, la manière de se comporter sur la route. Tout ça aussi, c'est beaucoup de contraintes en réalité, mais auxquelles on consent tout simplement parce que on veut éviter les accidents de la route, les morts sur la route, etc. Vous avez commencé à évoquer cette approche européenne. Il faut dire ou redire que l'Europe a produit un AI Act qui est entré en vigueur en 2024. Vous avez expliqué cette approche par les risques en donnant l'exemple de ce qui est strictement interdit. Vous pouvez peut-être rentrer un peu dans le détail de ce règlement et nous donner justement toute cette échelle des risques qui est évoquée. Oui, alors c'est un règlement qui est entré en vigueur en août 2024, qui a fait l'objet de négociations très intenses entre les différents États, entre le Parlement et la Commission. Donc c'est un texte qui est très nuancé, in fine, et qui distingue effectivement entre 4 niveaux de risque. Les risques qui sont considérés comme inacceptables, donc ça c'est notamment la notation sociale, les risques les hauts risques, donc là c'est plutôt tout ce qui peut entraîner des discriminations sur l'obtention de crédits, par exemple l'utilisation d'algorithmes ou de techniques d'intelligence artificielle dans la justice, donc tout ce qui peut être associé à des biais discriminants. Ensuite, le risque modéré,
qui là sont associées à des contraintes plus légères et qui consistent tout simplement à s'assurer, par exemple dans le cas de l'exposition à des contenus générés par l'IA, que l'utilisateur sait qu'il a affaire à ce type de contenu-là. Et ensuite, le dernier risque, c'est le risque inexistant qui, là, ne fait pas l'objet de régulation particulière. Et donc, la plupart des techniques, en réalité, ne font pas l'objet de régulation particulière. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les spécialistes de l'intelligence artificielle, y compris les entreprises qui se sont penchées sur ce texte, reconnaissent eux-mêmes que c'est un texte équilibré et que ceux qui développent les techniques d'IA qu'on utilise actuellement respectent déjà ces normes. Donc en fait, s'il faut autoriser un certain nombre d'abus ou de dérives pour que l'innovation puisse se produire, c'est pas souhaitable de toute façon. Le mieux est effectivement d'avoir un cadre qui fixe des limites, mais au sein de ces limites, il y a encore beaucoup de créativité possible. Encore faut-il que tout le monde respecte ce cadre. Mais une des théories ou une des thèses plutôt développées dans votre article, c'est celle de la balkanisation, de l'éclatement, de la fragmentation de la gouvernance mondiale de l'IA. On vient de parler de l'approche européenne, mais il y en a bien d'autres. Donc, voyons d'abord ce que vous appelez les 3 blocs. Donc, ces 3 blocs, c'est d'abord l'Europe, les États-Unis et la Chine. On vient de parler de l'Europe. Parlons des États-Unis, où le président Joe Biden avait promulgué un décret sur l'IA que Donald Trump s'est empressé d'annuler. C'était vraiment une de ses mesures prises les tout premiers jours de son mandat. De quoi s'agissait-il et quelle est l'approche de la nouvelle administration américaine ? Alors, l'executive order de Biden, il était effectivement une étape très importante dans la régulation de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Il s'inscrivait aussi dans cette compétition pour prendre le leadership sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut bien comprendre que souvent on distingue ces 3 blocs en disant voilà, ce sont les premiers en termes de puissance de calcul, d'accès aux données, aux algorithmes, aux talents et aux investissements. Mais la course à la régulation ou à la gouvernance, elle fait partie intégrante de la compétition pour l'IA. Le but, c'est d'écrire le code de la route, justement, pour à la fois se garder une marge de manœuvre et aussi embêter le plus possible ses compétiteurs. Et donc, la réponse américaine à l'AI Act, ou en tous les cas la manière dont les États-Unis ont pris en compte ces risques, elle s'est traduite par plusieurs règles progressives jusqu'à cet executive order. L'executive order, il avait été nommé pour une intelligence artificielle sûre, sécurisée et digne de confiance. Et donc, c'était des grandes directives qui allaient dans ce sens et qui devaient ensuite trouver des applications au niveau fédéral avec des obligations pour les entreprises. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que le travail était encore en cours et que les applications concrètes étaient en train de se mettre progressivement en œuvre, sachant que c'était une approche beaucoup moins contraignante que ne l'est l'AI Act, et même s'il y avait une dimension extraterritoriale, c'était pas aussi central dans l'approche que ça ne l'est par exemple pour l'Union européenne, qui mise vraiment sur un effet Bruxelles. C'est ce dont on avait parlé au sujet du RGPD, qui a fini par infuser dans beaucoup d'autres environnements normatifs que la seule Union européenne. Et donc, effectivement, l'une des premières mesures de Donald Trump a été de révoquer ce décret de son prédécesseur. Et ce qu'on observe maintenant, c'est qu'on a un agenda à la fois anti-européen, on en a déjà parlé, mais aussi anti-régulation. Anti-régulation avec une forme d'arsenalisation à la fois de la liberté d'expression pour ce qui concerne la modération des contenus, mais même de la liberté d'entreprendre pour ce qui concerne les régulations plus techniques. On voit aussi la place qu'occupent maintenant ceux qu'on appelle parfois les broligarques, donc ces patrons de la tech américain, que ce soit Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman aussi, enfin, et qui
eux sont très hostiles à la régulation, donc c'est difficile à ce stade de dire quel sera l'agenda de gouvernance américain, si ce n'est de dire que il semble opposé à toute forme de régulation et que c'est pas complètement un hasard qu'ils aient refusé de signer cette déclaration de Paris, qui, comme je le disais, n'était ni engageante ni contraignante sur le plan juridique et surtout portait des principes avec lesquels on peut difficilement être en désaccord. Le fait d'avoir un usage éthique, durable, inclusif de l'IA, bon, c'est un peu bizarre de s'inscrire en faux par rapport à ces idées, mais c'est complètement en cohérence avec l'approche américaine qui rejette tout ce vocabulaire à plein de niveaux différents. Et la Chine ? Et la Chine, alors la Chine c'est moins connu, mais la Chine a aussi une approche très marquée de la gouvernance internationale de l'IA pour deux raisons. La première, c'est que la Chine a une approche révisionniste de l'ordre international, donc elle considère que l'ordre international tel qu'il existe actuellement, le multilatéralisme, lui sont défavorables, et donc elle essaye de remodeler cet ordre international à son profit. Et la Chine a aussi une volonté de contrôle très étroit du secteur du numérique et a vu en particulier dans l'émergence de l'IA générative un risque de déstabilisation politique qui l'a conduite à promulguer un certain nombre de lois. D'abord sur la recommandation algorithmique et la manière dont la curation des contenus pouvait être faite en 2021. Une deuxième en 2022 sur les contenus synthétiques, donc les deepfakes dont on parle souvent, qui sont générés par l'intelligence artificielle. Et une troisième en 2023 sur l'IA générative. Ces nouvelles normes ont une portée extraterritoriale aussi, ou en tous les cas c'est ce qu'ils veulent. Et deux autres points intéressants à mentionner au sujet de la Chine. Le premier, c'est que la Chine est très active dans ce qu'on appelle le capacity building en matière d'intelligence artificielle. Donc, elle est très impliquée dans le fait d'aider, notamment dans le cadre des BRICS, des pays en développement à se doter de capacités à faire de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, dans le sommet de Paris, il y a eu quand même toute une dimension sur l'IA inclusive avec la création d'une fondation qui s'appelle Current AI, qui vise justement à en capacité de nouveaux acteurs à se saisir des outils d'intelligence artificielle pour ne pas laisser la Chine avoir le monopole du capacity building. Et la Chine est aussi très active sur le plan normatif au niveau des dépôts de brevets. Elle dépose beaucoup de brevets, notamment en intelligence artificielle générative, et elle est très active dans les ensembles de standardisation internationale, parce que, comme je le disais, le but est d'influer sur les normes pour garder la main sur la manière dont des États compétiteurs ou adversaires peuvent utiliser des technologies. Oui, sur ces brevets, on a longtemps dit que la Chine en déposait beaucoup, mais que ce n'étaient pas des brevets très qualitatifs. Et dans un récent entretien au journal Le Monde, votre collègue Mathilde Vellier dit qu'il faut un peu remettre en cause cette idée reçue parce qu'aujourd'hui, les brevets chinois sont eux aussi très qualitatifs. Mais on va pas développer ce sujet maintenant. J'aimerais vous interroger maintenant sur d'autres acteurs qui essayent de faire de la régulation en matière d'IA, puisque ce que vous montrez dans votre étude, c'est qu'en dehors des trois blocs que sont l'Europe, les États-Unis et la Chine, il existe aussi des acteurs notamment internationaux liés à des organisations internationales, que ce soit l'ONU ou l'OCDE, qui tentent de réguler l'IA. Quelles initiatives vous paraissent les plus significatives ? Effectivement, il y a beaucoup d'initiatives et dans l'étude, j'essaye de toutes les identifier. Celles qui me paraissent les plus importantes sont d'abord le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, qui est un partenariat qui a été lancé en 2019 à l'initiative de la France et du Canada qui est aujourd'hui hébergé à l'OCDE. L'OCDE est un autre acteur important de ce point de vue-là, puisqu'en 2019, l'organisation a proposé des principes qui ont été adoptés là aussi par beaucoup d'États et qui tendent à faire référence, y compris dans des textes à l'échelle nationale. Le G7 a
proposé un processus d'Hiroshima avec un code de conduite volontaire qui, là aussi, a été adopté donc, par les États du G7. Et plus récemment, dans le cadre onusien, a été adopté par les 193 États des Nations Unies le pacte numérique mondial, donc ça c'était en septembre 2024, qui inclut à la fois comme livrable la création d'un panel scientifique sur l'intelligence artificielle afin de créer un consensus, parce que finalement l'idée qu'il faut partir d'un consensus scientifique pour arriver à réguler est de plus en plus importante, et aussi la création d'un dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA. Ce qu'on observe aussi, et qui est très important du point de vue de la gouvernance, c'est la mise en œuvre d'une forme de diplomatie des sommets. Donc, on en a parlé, Bletchley Park, Séoul, Paris aujourd'hui, avec un risque qui est double. D'abord, ce qu'on appelle un phénomène de forum shopping, c'est-à-dire que les États peuvent un petit peu choisir de s'investir ou non dans les enceintes de négociation en fonction de les avantages, des intérêts qu'ils peuvent en tirer. Donc on a vu tout le suspense sur la venue d'un certain nombre d'acteurs américains au sommet de Paris, donc ça peut créer aussi des phénomènes d'attente comme ça. Les diplomates n'ont pas les ressources suffisantes pour s'investir dans toutes les initiatives que j'ai citées, donc ça peut plutôt nuire aux enceintes multilatérales traditionnelles. L'autre problème, c'est le problème de nationalisme numérique, puisque chaque État veut organiser son grand sommet, offrir sa belle vitrine, et ça aussi, c'est pas tout à fait opportun du point de vue de l'efficacité du multilatéralisme. Et le dernier point qu'il faut citer, c'est toutes les alternatives qui viennent d'acteurs non étatiques, puisque les grands acteurs du numérique, notamment, parfois sont inclus dans ces réflexions dans les organisations internationales, parfois ne le sont pas, enfin ça dépend un peu, mais ont aussi eu tendance à proposer des approches éthiques, et donc à se doter là aussi de codes de conduite, de codes de pratique, de principes éthiques, enfin il y en a eu un certain nombre, et ce phénomène a été décrit comme de l'ethics washing. Donc c'est comme le greenwashing, c'est le fait de se saisir d'un problème et de lui donner un vernis éthique pour donner l'illusion qu'il a été traité. Et on observe aussi ça dans les conclusion du sommet de Paris, puisque un certain nombre de grandes entreprises du numérique se sont investies dans cette fondation pour l'IA inclusive et durable sous la forme de philanthropie. Et donc on voit que c'est la philanthropie plutôt que la régulation pour vraiment se réserver le droit de ne pas réguler tout en donnant l'image de vraiment se saisir de ces questions. Pour terminer, Laure de Roussy-Rochegonde, que préconisez-vous pour tenter de faire avancer la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle ? Je pense que c'est un sujet très compliqué, encore plus dans une période de crise du multilatéralisme qui est quand même extrêmement marquée et visible. Je propose plusieurs pistes dans l'étude et qui sont des pistes bien identifiées par ailleurs. L'inclusivité, le fait d'avoir non seulement les pays du Sud, mais aussi des experts scientifiques, la société civile qui sont mobilisés, des réflexions sur l'articulation avec les régulations nationales, le fait de concevoir une gouvernance qui soit résistante aux avancées technologiques, donc qui soit future-proof. Je pense que l'un des modèles les plus intéressants, c'est la régulation du nucléaire, parce que dans le nucléaire, comme dans l'intelligence artificielle, il y a à la fois des usages qui sont très bénéfiques, des usages pacifiques, et des usages qui sont inacceptables, qui sont les usages militaires et les armes nucléaires. Et justement, la prouesse de la gouvernance mondiale du nucléaire, ça a été de réussir à traiter les deux au sein de l'AIEA, qui s'occupe à la fois des usages pacifiques et d'aider éventuellement des États qui veulent construire des centrales nucléaires pour des besoins énergétiques, et de vérifier la manière dont les États qui sont dotés d'armes nucléaires utilisent ou développent ces technologies, empêcher la prolifération, etc. Ce qu'il faut retenir de ce précédent, c'est que l'AIEA
n'a pu être effective et efficace qu'après la signature du traité de non-prolifération nucléaire en 1968. Et donc, tout ça doit commencer par des engagements contraignants. Et donc, pour l'instant, on est plutôt dans une situation où on a beaucoup de déclarations d'intention, de vœux pieux. Et si on veut dépasser ce côté rhétorique, disons, il faut aller dans le sens de contraintes, et ça doit aussi être assorti à des mécanismes de vérification, de sanctions. Ça a été aussi le grand apport de la gouvernance du nucléaire. Et on a été très innovant de ce point de vue-là, parce que beaucoup de nouvelles mesures ont été inventées pour vérifier les essais ou le nombre de têtes nucléaires, ce genre de choses. Et ça ne peut partir que d'un consentement des États à se lier les mains d'une certaine manière, mais pour le bien de la collectivité. C'est pas la meilleure période pour faire ça, mais là aussi, l'histoire du nucléaire montre que même dans des moments de grande rivalité, comme l'a été la guerre froide par exemple, c'est possible pour la préservation de l'humanité tout entière, d'une certaine manière, se mettre d'accord sur des normes qui soient protectrices de tous. Laure de Roussy-Rochegonde, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire l'étude de mon invité sur la gouvernance mondiale de l'IA qui se trouve sur le site de l'IFRI. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.